Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Christ. Aujourd'hui, pour notre épisode, on reçoit Natacha. Salut Natacha. Salut, ça va? Ben oui, toi. Oui, parfait, merci. Merci d'être avec nous ce soir. Il n'y a pas de quoi, là. Ça me fait plaisir. Donc, bienvenue Natacha à notre épisode. Je voulais savoir un peu, grosso modo, si tu pourrais te présenter un peu. Bon, ben moi, c'est Natacha. J'ai 19 ans, bientôt 20 ans. J'habite dans le coin de Québec. Puis, je suis un enfant de la DPJ placée en famille d'accueil depuis l'âge de 4 ans. En ce moment, je suis en appartement. Puis, c'est pas mal ça, là. Ça fait-tu longtemps que tu es sortie de la DPJ, juste pour me donner une idée? Après mon secondaire 5, au mois de juin 2019 ou 2020. OK, fait que c'est quand même assez récent. Ta dynamique familiale, avant que tu sois placée, ça ressemblait à quoi? Ça allait, mais il y avait des lacunes. J'ai un petit frère. Lui est élevé par son père, puis moi, j'ai été élevée par ma mère. Disons, c'est une personne assez spéciale, si on peut dire, à sa manière. Elle fumait. Je me souviens aussi que ma mère, parfois, buvait. Pas nécessairement ma présence, mais oui, elle fumait dans la maison. Je me souviens qu'on changeait assez régulièrement de maison, d'appartement plutôt. Puis c'est pas mal ça, là. Ouais. Elle fumait la Puis, cigarette ou elle fumait d'autres choses? non, la cigarette. Ce que je me souviens, c'était la cigarette. Ouais. OK. Fait que dans le fond, vous aviez pas mal d'appartements en appartement. Puis, À ce que je me suis... Ouais, dans mes souvenirs les plus profonds, je crois qu'on en a fait 3, à ce que je me souviens, ouais. OK. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été placée? Moi, on m'a dit que c'était ma grand-mère qui avait appelé Urgence sociale pour qu'ils viennent me récupérer. J'étais séquestrée dans une chambre la nuit. C'était une espèce de chambre grenier. Ça m'a causé des traumatismes plus jeunes. Dans le fond, on m'a barré carrément avec un crochet sur une porte. Mais juste pour donner une idée, j'avais pas accès aux toilettes la nuit. C'est que je devais uriner dans un petit pot. Mais la chaleur qui faisait là-dedans, c'était l'enfer. Ça pouvait montrer, je ne saurais pas dire, j'étais jeune, mais assez pour hurler à une fenêtre, c'est ça, qui faisait tellement chaud. Il y a une scène assez marquante qui m'a traumatisée. C'était que j'étais en haut, enfermée dans le grenier, que ma mère et ma grand-mère maternelle étaient dehors, en bas. Je faisais dans la fenêtre et eux, ils pensaient que je leur faisais des saluts. Enfin, en tout cas, que je les saluais. Puis, c'est ça, là, au nombre de fois que j'ai essayé d'ouvrir la fenêtre, impossible. Un vrai casse-tête, là. Ça me cause des problèmes par rapport à la chaleur, justement. S'il fait trop chaud, justement, je peux quasiment en faire des crises d'angoisse. Sinon, le mot grenier, ça a longtemps été une bête noire pour moi. J'en pleurais à tout bout de champ dès qu'on disait le mot. C'était quoi la question déjà? Ben, c'est ça un peu. Si tu es en train d'y répondre, c'était quoi ta dynamique familiale? C'était quoi le placement? Puis dans le fond, moi, j'ai une question qui me vient en tête. Ouais. C'était quoi la raison qu'elle te donnait? Moi, on m'a dit que c'était ma grand-mère maternelle qui avait appelé Urgence sociale pour qu'on vienne me chercher carrément. Le chum de ma mère m'a manché une claque sur les fesses parce que c'était pendant une soirée. Lui, il jouait à des jeux vidéo, un jeu de course automobile, me semble. Et j'ai dit, est-ce que je peux jouer? Lui, il m'a répondu non. Et ma réponse, à ce que je me souviens, c'est t'es plate ou c'est poche, un truc du genre. Ça lui a pas plu. Ça fait qu'il m'a carrément amanché une claque sur les fesses.
Il faut noter qu'il m'avait baissé mon pantalon et ma petite culotte. C'était comment une claque, là. Pas une petite fessée, mais vraiment une claque. Quand que, justement, je suis arrivée chez ma famille d'accueil et que la dame a découvert ça lors, justement, d'un bain le soir, elle a tout de suite parlé, justement, à la travailleuse sociale qui m'avait placée et il y a comment des poursuites judiciaires qui ont été encourues contre le monsieur. Ma mère a dit que c'était elle qui l'avait faite, que c'était pas son chum de l'époque qui m'avait amanché une claque. Puis c'est ça, là. Ouais, ça fait que toutes les poursuites sont retournées vers elle. Moi, j'ai entendu dire qu'elle a fait un bon 6 mois de prison. Ouais. Reste à voir si ça a été le cas. Puis c'est ça, là, ouais. Puis aujourd'hui, est-ce que tu as maintenu une relation avec elle? Comment ça se passe? Non, j'ai coupé les ponts à l'âge de 8 ans, me semble. Ouais. À l'âge de 8-9 ans, j'ai coupé les ponts avec elle. Il s'est passé une situation... Ouais, et cette situation-là s'est passée chez ma grand-mère maternelle. C'était pendant la période du temps des fêtes ou dans le mois de février parce que mon frère et moi, on est nés le même mois. Puis la présumée tante de moi et de lui, elle voulait nous prendre en photo avec ma grand-mère et ma mère. L'appareil photo ne marchait pas. Ça fait que le carrément pitché au bout de ses bras. Ça a failli atterrir sur la tête ou sur le pied de je ne sais trop qui, mais en tout cas, ouais. Puis ça m'a traumatisée. Puis on a comment dû m'évacuer de la pièce où que les autres étaient pour me mettre à quelque part d'autre pour que je puisse me calmer. Ils ont appelé ma famille d'accueil pour qu'elle vienne me chercher. Je ne voulais plus rien savoir. Ça fait que c'est ça. Quand ma famille d'accueil est arrivée, je tremblais comme une feuille. J'ai eu un souvenir que je pleurais pas, mais je me souviens que je tremblais, pas de froid, mais plus comme un choc. Un choc, là, Nerveux. ouais. Ouais, c'est ça, un choc nerveux. Ouais. Ma relation avec ma mère a commencé à se dégrader à partir de ce moment-là, parce que c'est comme si une cassure s'était faite à quelque part. Je pensais qu'elle allait me protéger de cette situation-là. Puis elle a pas. J'ai pas pu me tourner vers. J'ai pas été en mesure de me tourner vers elle pour avoir du réconfort. Ça fait que de là, la descente de notre relation a commencé. Ouais. J'ai commencé à couper les ponts graduellement à partir de ce moment-là. Ouais. Pareil avec ma grand-mère et j'ai vu dernièrement ma grand-mère plutôt. Et ça s'est très mal passé. Je voulais prendre contact avec elle pour mes antécédents médicaux dans la famille. Étant aussi avait eu du cancer, du diabète ou peu importe, question médicale évidemment. Et je voulais savoir c'était qui mon grand-père du côté maternel. Ouais, j'ai pu retrouver son adresse. Quand j'ai été cognée chez elle, elle m'a très mal accueillie. Elle a dit que ma famille d'accueil m'était montée à la tête et que je lui étais redevable parce qu'elle m'avait sauvé la vie à plusieurs reprises. Que si elle n'avait pas contacté la DPJ, j'aurais été encore dans ce merdier qu'est la famille. Et ça fait que je suis repartie de là sans aucune information. Elle ne m'a même pas laissé le temps d'en placer une, de me défendre, d'y exprimer ce que j'avais sur le cœur et tout. Et c'est ça, ouais. Ça fait qu'elle me dit carrément avant de fermer la porte, oublie cette adresse-là, reviens plus jamais. Puis c'est ça, ça s'est terminé là-dessus. Moi, devant la porte, je suis restée figée en me demandant ce qui venait de se passer. Ça fait que je suis repartie de là bredouille sans savoir c'était quoi les antécédents médicaux. Ça fait que, ouais, c'est ça, on n'arrête pas de dire aux jeunes de la DPJ que les parents, les membres de la famille doivent respecter les choix du jeune, mais quand que le jeune arrive à l'âge adulte, il n'y a plus cette frontière-là du respect du choix du jeune. Là.
c'est pas que je me suis pas sentie respectée dans mon choix, mais je me suis sentie agressée par un choix que j'ai fait pour me protéger moi-même. Puis on me l'a remis en pleine face, comme quoi que c'est ça, là. Ouais. Fait que là, maintenant, c'est vraiment rendu ta famille d'accueil qui est rendue ta famille comme telle, là, de ce que je comprends. Oui, oui. J'ai plus de contact avec ma mère ni avec ma grand-mère, sauf dernièrement. Parce que, ouais. Et c'est ça, je suis toujours en contact avec mon petit frère. C'est ça, ton Puis, petit frère, lui, a été placé lui aussi, mais ailleurs, de ce que je comprends. Ouais, c'est ça. Mon petit frère a été placé la même année que moi. Il a été placé à l'âge de 3 ans chez une autre famille d'accueil. On n'a pas posé à ma famille d'accueil de le prendre, mais entre lui et moi, ça fonctionnait pas. On n'arrêtait pas de se bagarrer. Ça fait que, elle a décidé de refuser ce contrôle, de le prendre. Ça fait qu'il a été placé dans une autre famille d'accueil, ouais. Peut-être que c'était le meilleur pour nous deux, ouais. Mais vous avez maintenu les liens quand même au travers des ans, puis vous voyez pareil pendant le placement, puis aujourd'hui? Oui, ouais, on s'est vu moins ces dernières années, mais oui, on continue de se parler, de s'écrire et tout ça. Oui, oui. Ma fille d'accueil a tenu à ce qu'on garde un contact avec lui. Puis elle a fait des pieds et des mains pour que la DPJ euh, offre des services pour que je puisse le voir. Ouais. c'est quoi ton premier milieu où tu as été placé? Oui, j'étais placée dans une première famille d'accueil chez une madame et son conjoint. Ça n'a pas marché. Son conjoint était bien fin, elle aussi, les jeunes aussi. Mais je sais pas, c'était la première famille d'accueil. On s'entend, on m'avait quand même arraché du milieu familial. J'étais pas capable de rester en place au lit tout seul. J'en faisais des cauchemars. À chaque sieste, j'avais j'urinais dans mon lit dû à des cauchemars. Puis c'est ça, c'était des coups de traumatisme carrément, là. Fait qu'elle, dans le fond, elle avait de la misère à gérer tout ça, puis c'est Oui, normal c'était aussi. pour moi, ouais, c'est allé au-delà de ce qu'elle était capable. Ça fait que ça, elle a mis fin au contrat avec moi. Je devais avoir 3 ans et demi quand j'ai été placée chez elle, ou début 4 ans, là. Puis après, j'ai été placée dans une deuxième famille d'accueil chez la personne que je suis restée jusqu'à majorité. Puis de là, ça s'est bien passé, là. Puis au début, quand tu étais dans ta première famille d'accueil, est-ce que tu te souviens si tu avais des intervenantes, des suivis avec un psychologue ou des gens comme ça qui pouvaient t'aider ou t'écouter? Ben moi, ce qu'on m'a dit, c'était ma première travail social, c'était une dame. Puis cette travail sociale-là, je l'ai gardée longtemps, jusqu'à temps qu'elle doive arrêter de travailler dû à une maladie. Ça s'est passé aux alentours de 2017, ça te donne une idée, hein. Elle a vraiment été longtemps dans le dossier. Si elle aurait pu continuer, ben elle aurait continué avec moi, là, carrément. Ouais. Puis est-ce que tu trouves que cette personne-là, c'est ça, elle répondait à tes besoins, en fait? C'est ça, elle était là pour toi, elle avait une belle écoute aussi? Je vais pas dénigrer le travail des autres travailleurs sociaux, mais oui, c'est l'une des personnes avec qui j'ai eu le plus d'attachement dans le travail social. Puis j'ai eu le plus longtemps. Mais oui, j'ai adoré ce qu'elle a fait pour moi. Elle a fait un très bon travail, oui. Si elle n'aurait pas été là, je ne croirais pas que j'aurais eu la place où que j'aurais été dans la famille d'accueil. Puis comment ça s'est passé justement quand tu as transitionné dans ta deuxième famille d'accueil? Ça, je me souviens pas. Je me souviens juste de mon arrivée chez la deuxième famille d'accueil. La deuxième. Est-ce qu'on peut l'appeler la mère d'accueil? Bon, oui. OK, parfait. Ouais, chez ma deuxième mère d'accueil, ben c'est ça, là. La seule fois que je me souviens de mon arrivée, c'était
Quand je suis descendue de la voiture, j'avais le gros cheese dans la face. C'est ça. Je suis arrivée dans son allée, puis c'est ça. Je l'ai quasiment serré dans mes bras tout de suite. OK. Ouais. Fait qu'elle t'a donné tout de suite une bonne impression, dans le fond. Oui, oui. C'était une madame assez ronde, c'est fait que c'est ça. Elle est quand même assez câline. Ouais. Une madame réconfortante, quoi. La grand-mère gâteau, quasiment, là. L'image, ouais, de la grand-mère gâteau. Moi, si je peux me permettre pour l'avoir connue aussi, parce qu'on peut quand même le dire, hein, on a vécu sans le savoir dans la même famille d'accueil, en fait. Ouais. Ça faisait déjà quelques temps que j'étais partie. Puis, ben, en fait, je suis partie, elle a déménagé, elle a acheté la nouvelle maison, puis toi, t'es arrivée. Donc, c'est vraiment Ouais. curieux comme hasard aussi qu'on se soit retrouvés après. Puis Ouais. effectivement, tu sais, c'est la figure grand-maman, puis c'est ça, elle a quelque chose de très apaisant aussi, puis elle avait un animal aussi à l'époque, donc je sais pas s'il y avait toujours, mais il y avait quelque chose de le fun aussi d'avoir un animal à la maison, je trouvais. Je sais pas pour Ouais, toi. ben, si on a toujours eu des animaux avec cette madame-là, des chiens, des chats. On n'a pas eu de rongeurs, heureusement, là. Mais c'est ça, là, ouais. Puis, y avait-tu d'autres jeunes de placer avec toi ou tu étais la seule enfant qui était là? Ouais, ben c'est drôle. Moi, je suis arrivée l'avant-midi, la même journée. Un jeune est arrivé en situation d'urgence. C'était vraiment pas prévu. Puis, ce jeune-là, il est resté jusqu'à sa majorité dans la même famille d'accueil que moi, là. À l'époque, il avait 12 ans. Puis aujourd'hui, il est rendu papa d'une petite fille. Me semble, ouais, elle doit avoir 3 mois à ce moment-là. Petite fille, ouais. Vous avez gardé des beaux liens, j'imagine, à t'entendre, mais c'est ça, vous avez Oui, gardé contact, puis oui. pour toi, est-ce que tu les considères comme ta famille maintenant? Comment tu te positionnes face à eux, face à tout ça? Ben, ben c'est sûr qu'il y a moins de contacts qu'avant. Avant, je le considérais vraiment comme un grand frère. Maintenant, avec l'éloignement, je le considérais plus comme, étant un cousin proche. En tout cas, quelqu'un que je vais garder dans mon entourage longtemps, ouais. Fait que dans le fond, tout de suite, ça a été rapide de développer un sentiment d'appartenance avec la maison, avec les gens qui étaient là. Puis, est-ce que tu t'es sentie en sécurité rapidement aussi? Ça, je pourrais pas te dire, ça fait longtemps, on s'entend, là. Mais à ma connaissance, oui. C'est sûr que ça a quand même pris du temps, c'est sûr. Mais oui, je me sentais, puis je me sens toujours en sécurité avec cette madame-là, oui. Hmm. Fait que dans le fond, t'es resté combien de temps avec elle? Un bon 14 ans, là. Ouais. Je suis toujours en contact avec elle, ouais. Quand même, quand même. Ouais. Puis, par rapport avec la DPJ, est-ce que tu as eu des besoins de santé physique, santé mentale qui ont eu besoin d'être répondus dans ce temps-là? Ou... Tantôt, tu parlais aussi que tu avais vécu certains traumatismes également. Est-ce que tu as eu accès aussi à ça, à un service psychologique peut-être avec des spécialistes pour t'aider à passer au travers de ces traumatismes-là aussi? Dans le fond, comme je disais, quand je suis arrivée, j'ai eu des. J'étais avec une santé à terre. Juste pour donner une idée, on habitait en haut d'une colline. Elle était haute, mais elle n'était pas à pic. Il y avait une petite pente, ça se fait quand même assez bien à la marche. Mais juste cette colline-là, j'ai de la misère à monter à la marche sans qu'on doive prendre des pauses à tous les 2-3 mètres, là. Ça te donne une idée. Non plus, niveau alimentation, c'était chez ma mère, c'était n'importe quoi. Les déjeuners étaient bons, mais les dîners, soupers, les soupers, à ma connaissance, je m'en souviens pas si j'en mangeais, mais en tout cas, c'était, je sais même pas te dire, mais les déjeuners étaient corrects. Ça, je peux lui donner ce point-là. Mais c'est ça, quand l'alimentation a dû repartir à la base complètement de zéro, fruits et légumes, produits céréaliers, tout ça. J'étais capable de manger, on s'entend, là, mais c'était vraiment les nutriments qui me manquaient. On a été capable de reprendre ça, là. Ça a pris un bon 1 ou 2 ans, mais ça s'est replacé. À cause de ça, je suis tombée malade. J'ai pogné une grosse grippe.
J'ai eu accès, oui, aux soins de santé que j'avais besoin. À l'époque, j'avais pas encore de médecin de famille. Ça fait qu'on a réglé avec ce qu'on pouvait. Puis plus tard, j'ai développé un choc post-traumatique dû à mon passé, vraiment la chose que les anciens combattants font. Puis c'est pas mal ça. J'ai dû voir un psychologue et psychiatre. Il y a certains psychologues, ça n'a pas marché. Je suis tombée sur une bonne psychologue. Je la remercie justement. Puis c'est ça, là. On a pu développer des trucs. Ça, c'était au début. Elle a aidé au niveau émotion parce que je partais sans stimulation. De 0 à 4 ans, j'ai aucune stimulation presque. Ça fait que ça, on a dû partir avec des jeux, mettons, Pige dans le lac ou les jeux les cartes qu'on doit retourner pour trouver les semblables. Mettons, le cochon avec le cochon, la vache avec la vache. On a dû faire ça. Sinon, on a fait aussi des pictogrammes avec tout ce qui était, mettons, un bonhomme qui n'était pas content, un bonhomme sourire, il fallait le nommer, puis tout ça. C'est ça. On a dû reprendre la base de l'éducation à zéro, là. Ouais. Fait que dans le fond, toi, avec ton stress post-traumatique, parce que je sais c'est quoi, moi aussi j'ai ça, c'est que ton système nerveux, il réagit facilement. Oui, c'est ça. Rien nous rend comme hyperactive ou comme moi, ce que ça me fait, c'est que je tombe en état d'hypervigilance, puis là, genre, je m'accosse les murs, puis je check partout, puis j'analyse à la détection de menaces extra. Oui, ben c'est ça, oui. Dans le fond, j'ai été diagnostiquée TDAH à l'âge de 6-7 ans. Puis mon choc post-traumatique est vraiment arrivé. Je devais avoir 11 ou 12 ans, là. En plus. Ouais, okay. ben ça, fait que, ça commence à... Ça doit être quelque chose à gérer, là. Des fois, il faut faire attention parce que le TDAH, récemment, il y a beaucoup d'études qui sont sorties concernant les traumas complexes. Maintenant qu'on parle surtout pour les jeunes qui ont été placés, qui ont vécu de la négligence ou des abus de toutes sortes. Puis on parle beaucoup des traumas complexes maintenant, puis on voit qu'il y a beaucoup de similarités au niveau des symptômes. Souvent, on pensait que c'était des TDAH, mais pour de vrai, c'est des traumas complexes parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont similaires à ces deux problématiques-là, en fait. Et puis, c'est ça, le stress post-traumatique est aussi étroitement lié au trauma complexe. Tout ce qui touche la gestion du stress aussi au niveau... bon, je ne suis pas en neuropsy non plus, là, mais tu sais, toutes les hormones, l'adrénaline, la neuroadrénaline, la dopamine aussi, les circuits de récompense et tout, là, donc... De ce que j'ai compris aussi, c'était beaucoup l'amygdale qui vient détecter les menaces potentielles, qui est comme trop facile à activer. Souvent, j'essaie de dire à ma mère que je suis comme un canard, j'ai l'air calme, j'ai l'air correct, mais mes papas, autour de l'eau, ils patinent, là. Fait que, ouais. Puis ça a-tu été long avant que ça se stabilise? Combien d'années tu as travaillé pour essayer d'être capable de vivre avec? Un bon 2 ans, là. Ouais. 2 ans? Ouais. Quand même. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a eu comme un élément déclencheur? Pourquoi à cet âge-là ou à ce moment-là de ta vie? Est-ce que tu as une idée pourquoi? Peut-être le début d'adolescence, mais seulement, je ne le sais pas. Faudra que je me remémore ça, mais seulement, est-ce que ça me tente? Non, pas vraiment. Mm-hmm. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup vers l'âge de 10 ans qui commencent à se poser des questions, tu sais, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis de chercher à avoir des questions des fois. Donc, je pense que c'est... Mais je pense qu'il y a aussi le développement hormonal à l'adolescence qui fait ça parce que il y a une partie de mon stress post-traumatique qui est due à ce que j'ai vécu dans les hôpitaux. Puis j'ai été comme jusqu'à l'âge de 10, 12 ans, 13 ans, j'étais correcte. Puis à l'âge de 14 ans, quand les hormones ont commencé à embarquer, c'est là que le stress puis les problèmes de consommation de drogue puis tout a comme suivi, là. Puis toi, justement, ça a été comment à l'école? Tu parlais de ta 5e année que ça a commencé à aller moins bien, mais
Comment ça s'est passé ton parcours scolaire, te faire des amis? OK, ouais, là, on s'attaque à un gros morceau. Oui, niveau amical, ça a toujours été difficile, mais il va falloir que ça va être un travail à long terme sur moi-même, ça c'est sûr. Puis, ouais, niveau scolarité, ça a été, ouais, ça aurait pu être mieux, mais oui. Ouais, dans le fond, j'ai doublé ma première année du primaire. C'était soit une erreur de la part des adultes ou de ma part. Je ne sais pas dire. As-tu eu de l'aide? Ouais, ouais, mais justement, ils s'en sont rien rendus compte à la moitié de l'année, ce qui était déjà trop tard. Ça fait qu'ils ont décidé de me faire redoubler ma première année. C'était la meilleure option. Ça fait que c'est ça. À place, c'est la deuxième année, la deuxième fois de ma première année. J'ai eu droit à une éducatrice spécialisée, puis c'est là qu'ils ont vraiment mis en place le plan d'intervention que j'ai eu tout le long de la scolarité jusqu'au secondaire 5. OK. Fait que ça a été un départ difficile, puis après ça, pouf, ça s'est redressé, puis... Ben ouais, c'est ça, là. Ouais. Ouais. Tu disais qu'au niveau social, ça a toujours été un petit peu plus difficile. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'était de comme avoir des liens de confiance, de tisser des relations d'amitié ou encore, est-ce que toi, tu as vécu de l'intimidation à l'école ou? Oui, oui. À partir de ma troisième année du primaire, à mon déménagement, oui, j'ai vécu de l'intimidation jusqu'à ma quatrième secondaire, ouais. Même, non, jusqu'à ma troisième secondaire. Ouais. Moi aussi, j'ai vécu beaucoup d'intimidation à l'école, mais donc j'avais une façon de réagir qui n'était peut-être pas la plus appropriée. Moi, je réagissais en me défendant, puis que c'est pas nécessairement la meilleure option, mais que je sais pas toi comment tu as pu vivre ça, mais c'est jamais évident non plus. Ouais, ben, j'apprends à caisser, puis à s'affirmer. Ça fait que, ouais. Il arrêtait pas de dire reporte-le aux adultes, reporte-le aux adultes. Ouais, mais les adultes, ils font pas toujours des choses. Ouais, moi aussi, j'ai connu ça. J'ai connu ça, puis mon truc personnel, moi, tu vois, Jessica, j'étais pas capable de sacrer des points parce que j'étais trop petite. Je savais que si les autres décidaient de m'en coller une, j'allais avoir pas mal plus mal que l'inverse. Fait que moi, mon truc, c'était de leur vomir dessus. Oh mon Je leur Dieu! vomissais dessus. C'est un peu plus de Puis, flash. ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. À un moment donné, ils ont arrêté de m'écœurer avec ça, mais en tout cas, ils ont répandu un paquet de rumeurs puis tout, là. Mais ouais, moi, c'était ça mon truc. Puis souvent, tu sais, à un moment donné, je me souviens, il y avait du monde qui me courait après avec une chaise. Puis j'essayais de me sauver. Puis là, il y avait une intervenante. Puis elle nous regardait. Puis elle se dit, ah, il joue. Tu sais, Oh mon Dieu! parce que non, nous, on joue pas. Ouais. Fait que, ouais, les adultes, là, c'est très rare qu'ils sont aidants. Puis souvent, moi, ce que j'ai connu, ma mère, des fois, ou mon père, il intervenait. Puis la mère, elle pognait juste encore plus parce que là, j'avais l'air d'une poupée à maman, tu sais, ou d'une poupée à papa. Fait que, non, c'est compliqué. Un coup qu'on commence à être intimidé, moi, c'est quand j'ai changé d'école secondaire, ça s'est placé. As-tu toujours Ouais, ben été à la même école secondaire tout le long? oui, j'ai toujours été à la même école secondaire. J'ai eu mon diplôme. Oui, j'ai été capable, oui. Avant la fin de ton placement, tu l'as eu? Oui, j'ai eu, je suis de la première génération, si on peut dire, à avoir eu son diplôme pendant le COVID. Je suis vraiment celle qui a eu mes cours de secondaire 5 finaux en virtuel. Ouais, la première batch. Est-ce que tu as pu fêter ta célébration? As-tu eu une graduation, un bal, quelque chose pour célébrer la fin de ton secondaire 5 vu que c'était en COVID? Oui, dans le fond, désolée, mais avec les années, je ne sais même pas dire si c'était en 2019 ou en 2020, mais il me semble que c'est en 2020. Ouais, en juin ou juillet 2020, il y a eu une espèce de mini-cérémonie justement à l'école secondaire. J'ai aidé à placer la salle, puis j'ai bien aimé ça. C'était supposément être un premier bal, entre guillemets.
Il n'y a pas eu de cérémonie de graduation, ce que je suis vraiment déçue de pas avoir eu. J'attendais plus la cérémonie de graduation que le bal lui-même. Ça te donne une idée, hein? Parce que pour moi, je voyais ça comme une étape de finir un des volets de ma vie pour dire, OK, je peux passer à autre chose, mettons, je peux commencer à entrer dans le volet de l'âge adulte. C'est que la dernière année, l'année suivante, ça a été n'importe quoi. J'ai encore l'impression parfois d'être encore coincée dans l'adolescence. Je sais pas si la cérémonie de graduation aurait changé quelque chose, mais c'est ça, là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'était n'importe quoi. Je voyais tout le monde avancer, être capable d'évoluer, d'aller aux études supérieures et tout. Mais moi, j'ai l'impression d'être restée coincée à cette étape-là. Là. Ouais. C'est-tu parce que ça te tentait pas d'aller aux études supérieures ou c'est plus parce que tu sais pas encore dans quoi te diriger pour étudier? Non, dans le fond, ouais, après mon secondaire, je m'étais tout de suite inscrite à un cégep de la région de Québec. Et cette année-là, ça s'est très mal passé. Cette impression-là, c'est peut-être dû, l'impression d'avoir resté en adolescence, c'est peut-être dû justement au mauvais choix de cégep ou au mauvais choix de programme ou je ne sais trop quoi, ou peut-être le concours de circonstances. Mais ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé avec ce cégep-là. Puis c'est ça, là. Ouais. Ils n'ont pas su répondre aux besoins que j'avais, les attentes et tout ça. Entre-temps, justement, avant le COVID, j'avais été diagnostiquée dyslexique et dysorthographique. C'était censé être l'école secondaire qui m'apprenne l'utilisation des programmes WorkQ et Antidote et comment, ben pas tout court, mais ça va être dans l'ordinateur, mais comment bien utiliser ces programmes-là. J'ai vu que j'étais justement sur la voie du cégep, puis ils ont dû se dire, ben on va carrément l'envoyer envoyer cette responsabilité-là au cégep. Ça fait que moi, de mon côté, je n'arrêtais pas d'achaler la responsable à l'école secondaire pour avoir ma formation. Ils ne me l'ont jamais donné. Le COVID est arrivé. Ça fait que j'ai eu l'impression qu'on me dit mange de la merde, tu vas l'apprendre par toi-même ou sinon c'est carrément le cégep qui va te l'apprendre. C'est ce qui ne s'est pas passé dans les meilleurs plans. Moi, la COVID, elle a fait planter pas mal d'affaires. Ouais. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, que plus tard, tu n'auras pas une autre chance d'essayer ou de réessayer quelque chose. Oui, ben justement, je me suis réinscrite au cégep. Je commence en janvier 2022. J'espère être mieux, avoir des meilleurs services que le premier cégep que j'ai fait. J'avais le goût de te demander aussi, tu m'avais déjà parlé que tu avais fait l'expérience des cadets dans ta vie. Est-ce que tu avais le goût de nous en parler un petit peu? Comment c'est venu dans ta vie? Puis comment tu as trouvé l'expérience? Oui, une très belle expérience. Ça a été un bon encadrement pour moi, ce que j'avais besoin. Ça m'a permis de me faire des amis justement à l'extérieur du cadre familial et amical de l'école. Puis ça m'a permis de faire plein d'activités que j'aurais pas pu faire avec ma famille d'accueil. Et le gars, justement, que je parlais au début, quand il est arrivé la même journée que moi, ce gars-là, il a fait partie des cadets, justement. J'ai été dans la même unité que lui. Puis, entre-temps, elle a fermé. 2 ans après que je sois entrée, elle a fermé par manque de jeunes. Ouais, c'était assez dommage. J'étais la petite dernière en bleu sur la parade. J'ai transféré au corps de cadet de terre. Ça s'est très bien passé. Là, j'ai vraiment pu m'épanouir puis me faire des amis. Les officiers sont géniaux et tout ça. Là. Si j'aurais pas eu les cadets dans ma vie, je sais pas ce qui serait passé à l'adolescence. Là. Puis, dans le fond, ça m'amène un peu à te demander, c'est quoi les valeurs qui, toi, t'ont le plus guidé à travers tout ce qui t'est arrivé avec la DPJ?
la persévérance. On me l'a dit souvent que j'étais persévérante, ça fait que je mettrais ça comme valeur, mais pas comme plus comme guide à la vie. Euh, La discipline, est-ce que tu as ouais, été inculqué ça un peu avec les cadets? Ça t'a-tu ouais, aidé? la discipline, ouais, être à son affaire et tout ça. Sinon, ça va vite de même. Pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Comment que ça s'est passé pour toi? Parce que tu disais tantôt, tu es partie au cégep, tu as dû déménager aussi en appartement. Comment ça a été pour toi de quitter en appartement comme ça? Euh, je ne saurais pas te dire. Le départ en appartement, ça a été assez rough par bout. C'est sûr qu'on se retrouve tout seul dans un milieu que tu connais pas, puis tout ça. J'ai eu de bonnes ressources au moins. Je suis pas partie sans rien. Je suis partie avec un bon trousseau de matériel et de fournitures. Ça fait que je peux arriver là-bas les mains vides, contrairement à d'autres jeunes qui sont partis vite fait. Moi, j'ai eu la chance de me préparer longtemps d'avance parce que c'était planifié, mes plans étaient déjà planifiés 2, 3 ans d'avance même. Puis c'est ça, là, ouais. La transition, c'est comme s'il n'y avait pas eu de coupure. Ou sinon, à cause les cours au secondaire étant virtuels, puis mes cours au cégep aussi. Ça fait que ça se peut que ce soit ça aussi, comme quoi il n'y a pas eu de coupure entre les deux. Ou c'est ça. Ouais. Ouais, le contexte, c'est sûr qu'il n'a pas aidé, il n'est pas Non. facile. Après, c'est ça, je comprends aussi que tu étais prête, tu te sentais prête, tu avais été bien préparée. Moi, je me souviens quand j'habitais à cette famille d'accueil-là, j'avais 15, 16 ans, puis c'était exactement ça, la préparation. Je me souviens, elle m'a donné plein de choses pour partir en appartement. Donc, je me souviens que pour ça, moi, j'avais été très, très contente d'avoir vécu chez cette personne-là, justement pour ça. J'ai senti une belle préparation aussi. Puis je suis contente d'entendre que ça n'a pas changé après 10, 12 ans, qu'elle a toujours été aussi impliquée. Puis je sais qu'elle a à cœur la transition des jeunes qui transitent. Je suis contente que pour toi, ça se soit bien passé, en fait. Ouais, ouais. Puis si tu avais justement une lampe magique avec 3 souhaits, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu voudrais changer ou qu'est-ce que tu voudrais, des solutions, porter l'espoir, peu importe. Est-ce qu'il y aurait 3 choses Ça peut que être, ça peut être par rapport à toi, ton passé, ça peut être pour les prochains, ça peut être Mon souhait, ce serait que mon témoignage aide justement à ce que les conditions des familles d'accueil, des jeunes placés et des jeunes de la DPJ futurs, présents ou du passé, la vision que la société a sur ces jeunes-là, ça change. défaire les stéréotypes, puis améliorer les services aussi, changer la perception des gens? Est-ce que tu avais une honte, toi, de le dire? Est-ce que pour toi, ça a été difficile ou tu le disais aux gens que tu étais une enfant placée ou tu as gardé ça secret? Euh, Au début de mon placement, on s'entend, c'était dans les années fin 2000. C'était beaucoup mis comme... j'avais l'impression que, et j'ai toujours l'impression que dans les années 2000, la DPJ, c'était beaucoup mal vu, plus mal vu qu'aujourd'hui, que c'était des enfants rejetés par les familles, que si, si justement tu étais placé en DPJ, tu étais un petit Chris, excusez mon langage, que c'était uniquement de ta faute, que c'était pas la faute des parents ou du contexte familial. J'ai eu la chance, justement, en maternelle, que ma famille d'accueil vienne faire une présentation orale sur son métier et, euh, et sur c'était quoi les enfants de la DPJ, qu'il n'y en avait pas rien que des mauvais. Euh, et c'est ça. Et que au déménagement en 3e année du collège, justement, elle a aussi fait la même chose avec ma classe en 3e année.
c'était quoi la DPJ, sur son métier, et tout ça. Ça fait que ça m'a beaucoup aidé à justement m'intégrer dans cette classe-là. Ouais. Si je peux renchérir un peu sur ce que tu dis, c'est que souvent, les enfants qui sont placés, on a souvent des problèmes de comportement. Mais Ouais. ces problèmes de comportement, ils apparaissent pas là pour rien. Souvent, tu sais, comme qu'on parlait tantôt, on a des traumatismes, notre système nerveux, il est hyperactif, on a d'autres problèmes. Tu sais, je veux dire, notre environnement a un impact sur notre manière de nous comporter, puis ça ressort comme ça, puis ça donne une mauvaise impression aux autres, ça leur donne l'impression qu'on est méchant, mais finalement, c'est le contexte dans lequel on a été mis qui nous a rendus comme ça. Ouais. Comme on dit souvent, c'est normal de réagir comme ça dans des contextes qui sont anormaux, tu sais. Puis je pense que c'est important de ne pas juger les comportements et d'essayer de les comprendre aussi. Puis dans le fond, pour conclure notre épisode, si tu avais un message à transmettre aux jeunes qui sont dans la DPJ en ce moment, ce serait quoi? Je ne vais pas dire non plus que leur situation, c'est la meilleure, mais je ne peux pas dire non plus que leur situation, c'est la pire. Il va toujours en avoir pire, il va toujours en avoir des meilleurs. Oui, puis il faut juste laisser le temps agir. On n'avait pas de dire ça, mais ça avait été. Puis aussi, je vais dire une expression, c'est « aide-toi puis le ciel t'aidera ». Si tu fais rien pour bouger, excusez-moi, je vais dire secret, mais si tu fais rien pour bouger ton cul, ben tu vas rester toujours à la même place. Fait que va chercher les ressources que tu as besoin. Si une personne te refuse une fois quelque chose, réessaye 2, 3 fois après, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va être un oui. Je parle pas d'harcèlement non plus, mais plus réessaye à d'autres moments plus propices, puis tu vas peut-être avoir le privilège, la chose, ou peu importe ce que tu veux. Un non, c'est pas... Un non, ça veut rien dire réessaye une prochaine fois. Cette expression-là, aide-toi et le ciel t'aidera, comme tu l'exprimes si bien, ça fait aussi partie de l'empowerment, tu sais, le pouvoir d'agir, de se dire qu'on a du pouvoir sur notre vie, puis que c'est à nous de prendre le contrôle aussi, que trop souvent, on a été primés dans notre... On avait l'impression de pas nécessairement avoir du contrôle sur notre vie, parfois, dans certains moments dans notre histoire. Donc, je pense que ça fait tout son sens aussi de dire ça, puis je pense que c'est un beau message que tu leur donnes également, un message qui est d'espoir aussi, de se dire qu'il y a des situations pires que d'autres, mais garde espoir, tu as le pouvoir en toi de changer les choses. Donc, merci beaucoup pour ton message. Nous allons te souhaiter une très belle soirée. Merci encore d'avoir accepté notre invitation pour participer au balado. C'était super intéressant, puis je te souhaitais la meilleure des chances pour la suite. Mais merci à vous de m'avoir accueilli et à vous aussi pour les... C'est ça, là. Ça fait plaisir. Salut, là.